Salut, c'est Obac, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, on y est, on va apprendre Linux pour de vrai. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on va apprendre, dans quel ordre, quels sont les différents sujets? Eh ben on va y aller, on va voir ça tout de suite. Alors pour savoir de quoi on allait parler, je me suis dit que j'allais prendre une liste existante et cohérente vis-à-vis de l'utilisation d'un Linux en entreprise. Pour ça, j'ai donc été sur le site de Red Hat. Dans la partie formation, ils ont un examen qui s'appelle Red Hat Certified System Administrator. Dans les détails de la certification, on peut avoir la liste des objectifs qu'il faut connaître, qui est relativement longue, et qui vont constituer les sujets de nos vidéos. Du coup, ce que je ferai, c'est qu'à chacune des vidéos, je remettrai cette liste pour savoir où on en est, et on fera sûrement une playlist qui contiendra les sujets précédents pour pouvoir s'y référer en cas de besoin. On va donc commencer par le premier élément de la liste, accéder à une invite de commande et utiliser des commandes avec une syntaxe correcte dans un shell. Mais le shell, c'est quoi? Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé du kernel, le cœur du système, celui qui donne les ordres à l'ordinateur directement. Le shell, c'est une carapace, c'est la dernière étape, celle avec laquelle nous on interagit dans l'OS. Celle avec laquelle on va taper des commandes que le système va comprendre, interpréter et transmettre au kernel pour qu'il interagisse avec le matériel. Ce qui va permettre de passer de un langage machine entre le processeur et le kernel à un langage plus humain entre nous et l'ordinateur. Alors, si vous avez l'habitude d'utiliser une interface graphique, ça peut vous paraître un peu fastidieux de se dire moi je clique à plein de trucs, ça marche nickel, pourquoi est-ce que j'irais taper des ordres à l'ordinateur? Il faut savoir que quand on veut automatiser, travailler en entreprise et travailler sur du Linux, globalement on va faire des tâches relativement répétitives, on va réutiliser plusieurs syntaxes d'une commande à l'autre, des choses comme ça. Autant l'interface graphique ça nous parle à nous en tant qu'humains parce qu'on reconnaît les objets, autant pour un ordinateur c'est compliqué. Vous avez peut-être déjà entendu parler des intelligences artificielles qui doivent être entraînées des heures avec des milliers d'images pour être capable de reconnaître un chaton. Nous, on reconnaît ça instinctivement et instantanément. C'est pareil, un bouton OK, on le reconnaît instinctivement et instantanément. Pour le coup, des commandes, c'est beaucoup plus facile à automatiser, beaucoup plus facile à apprendre, et d'une application sur l'autre, ça changera, mais pas énormément. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où on apprend un socle commun à toutes les commandes et à l'utilisation du shell en général, plus on sera facile avec l'apprentissage de nouvelles applications. Donc ça tombe bien, si vous avez suivi la vidéo précédente sur comment se connecter à un terminal en SSH, on a déjà fait la moitié du chemin, parce que SSH ça veut dire Secure Shell, donc ça veut dire que quand on est connecté à un terminal en SSH, on est sur un shell. Pour s'y connecter dans un Linux, si vous êtes sur un Linux natif ou si vous avez la VM ouverte par exemple, si vous utilisez une VM, on va accéder à ce shell en lançant l'application qui s'appelle Terminal, qui est une application qui permet de lancer une invite de commande sur un shell. Alors comme pour les distributions, pour les shells on va devoir faire un choix. On va prendre Bash qui est celui par défaut sur CentOS et sur Red Hat et sur d'autres distributions. Il en existe d'autres, libre à vous d'aller explorer ZSH, TCSH, CSH, etc. On va pas s'amuser à aller voir les détails de chacune d'entre elles, sachant que la plupart des commandes ont une syntaxe relativement commune, mais il y a des différences. Donc si vous voulez expérimenter, n'hésitez pas à le faire. Pour notre cas, on utilisera Bash. Donc une fois qu'on est sur le shell, on va pouvoir utiliser des commandes. Donc pour ça, une commande elle a une syntaxe à 3 éléments. Le premier élément c'est la commande en elle-même, le deuxième élément c'est les options, et le troisième élément ce sont les arguments. Donc une commande, c'est l'ordre qu'on va donner à l'ordinateur. Ça peut être soit un logiciel présent physiquement sur le disque dur qu'on va lancer, soit une commande interne au shell, c'est-à-dire qui est comprise par le shell et qui exécute cet ordre sans qu'il y ait de logiciel à proprement parler qui va être exécuté par le système. Les options vont être des modificateurs des commandes qui vont nous permettre de changer le comportement. Donc si par exemple une commande, ça va être echo qui va dire affiche ce message, et on peut avoir la commande echo avec une option "-n" qui va dire affiche ce message, mais ne reviens pas à la ligne après. C'est une option qui modifie le comportement de echo. Et enfin, les arguments vont être la cible de notre commande. Donc ça peut être ce sur quoi va s'exécuter notre commande, ou un argument pour que notre commande s'exécute de manière automatique et nous renvoie un résultat. Par exemple, la commande echo ce message, entre guillemets, va afficher ce message. Ce message, entre guillemets, est donc l'argument de la commande echo.
Selon les commandes, les options peuvent être, comme leur nom l'indique, optionnelles. Pour certaines commandes, certaines options peuvent être obligatoires pour expliquer à la commande si on veut par exemple qu'une archive se crée ou se décompresse en fonction des arguments qui iront derrière. Et enfin, les arguments peuvent aller de 0 sur des commandes qui n'ont pas besoin d'arguments à le nombre d'arguments nécessaires pour que la commande se lance. Alors j'ai bien conscience que tout ça peut paraître un peu abstrait, on va voir quelques exemples ensemble de commandes assez basiques du système qui nous permettront d'appréhender un peu mieux la navigation, l'utilisation, savoir un petit peu ce qu'on fait, etc. On va donc voir différentes petites commandes, je vais vous les présenter rapidement, ça va globalement être assez simple à utiliser. La première commande qu'on va voir, c'est la commande echo. Donc la commande echo, elle affiche du texte, elle affiche un message. Donc si j'écris par exemple echo un message, comme on l'a vu tout à l'heure pour les exemples et les options, on voit que ça m'affiche le texte, un message. Si je fais echo bonjour YouTube, on voit que j'affiche bonjour YouTube. La commande ls, quant à elle, permet de lister le contenu d'un répertoire. Pas besoin d'argument par défaut, elle permet d'afficher le contenu du répertoire dans lequel nous nous trouvons. Elle peut prendre un argument, si par exemple je fais un ls desktop, je vais afficher le contenu du répertoire desktop dans lequel il y a un répertoire YouTube. La commande ls permet également de prendre des arguments, donc si je fais un ls-l, je lui dis que je veux activer le listing avec des détails, ce qui me permet d'avoir plus d'informations sur les répertoires en cours. Et enfin, je peux combiner les deux en faisant un ls-l du répertoire desktop, ce qui me permet de voir qu'il y a un répertoire YouTube ainsi que les informations qui vont avec. La commande cd, toute bête, permet de changer de répertoire. CD pour Change Directory permet de changer de répertoire et pour cela, il suffit que je tape le nom du répertoire dans lequel je veux me diriger pour changer de répertoire. Et là, vous pouvez voir que sur mon invite de commande, je suis passé d'un tilde, qui est un symbole clé qu'on verra un petit peu plus tard, au mot-clé desktop qui indique que je suis dans le répertoire desktop. Si je me dirige dans le répertoire YouTube, on voit que maintenant le mot-clé est changé à YouTube. Donc une fois qu'on s'est déplacé dans notre répertoire, si je fais le ls, je m'aperçois que j'ai deux fichiers. La commande mkdir permet de créer un nouveau répertoire pour y placer d'autres fichiers. Donc si je fais un mkdir exemple-dossier et que je refais un ls, on voit que j'ai bien un nouveau dossier qui est apparu. La commande cat permet de lire le contenu d'un fichier. Par exemple, si je fais un cat exemple fichier court, je vais voir que j'ai 20 lignes dans ce fichier qui sont affichées immédiatement par mon terminal. Le problème de la commande cat, c'est qu'elle ne s'arrête pas lorsque le fichier est plus long. Donc si je fais par exemple un exemple fichier long, un cat exemple fichier long, on voit que j'ai 200 lignes et que j'ai loupé les 159 premières. Pour ça, on a une commande super pratique qui s'appelle less. Less fait l'équivalent de ce que fait cat, mais ajoute de la pagination. Ce qui veut dire que si je fais un less exemple fichier long, on voit que j'affiche bien les 50, ou les 40 premières lignes dans ce cas-là, et que je peux ensuite me promener dans le contenu du fichier avec les flèches du haut, les flèches du bas, les page up, page down, qui me permet donc de consulter mon fichier texte ligne par ligne, ou bloc de ligne par bloc de ligne, ou page par page. La commande head, quant à elle, permet de voir les premières lignes d'un fichier. Donc si je tape la commande head et exemple fichier long, je vais récupérer les 10 premières lignes de mon fichier. Une des options de head va être de pouvoir changer le nombre de lignes que je veux afficher. Si je fais un -n15, je vais pouvoir afficher non pas les 10 premières, mais les 15 premières lignes de mon fichier. Ce qui peut être très utile quand je veux simplement voir le début d'un fichier, que ce soit du code ou autre chose, pour éviter d'avoir à ouvrir le fichier en intégralité, je peux me contenter d'afficher les X premières lignes du fichier en question. A l'inverse, la commande tail permet de faire l'opposé, c'est-à-dire n'afficher que les X dernières lignes du fichier. Si je fais un tail de exemple fichier long, je vais obtenir les 10 dernières lignes. Et exactement de la même manière que pour head, je vais pouvoir rajouter une option qui dit que si je veux 20 lignes, je vais pouvoir faire un tail -n20 pour
n'afficher que les 20 dernières lignes et non pas les 10. Ensuite, dans les commandes relativement utiles qu'on va pouvoir trouver dans le shell, on va pouvoir trouver la commande file qui permet de savoir quel est le type de fichier qu'on est en train de manipuler. Par exemple, si j'ai un doute qu'un fichier est bien un fichier texte, il faut que je le vérifie. Parce que sous Linux, les extensions ne déterminent pas la façon dont Linux va ouvrir le fichier. Sur Windows, si vous essayez de nommer un mp3.txt, Notepad va essayer de l'ouvrir comme un fichier texte et n'y arrivera pas. Sous Linux, ça marche pas comme ça. Il faut qu'on spécifie le programme qu'on va utiliser pour ouvrir un fichier. Ce qui veut dire que l'extension du fichier n'a aucune importance. Dans notre cas, je vais taper la commande file et exemple fichier court, par exemple, pour obtenir l'information que c'est bien du texte et que si j'utilise ma commande cat, je n'afficherai pas n'importe quoi à l'écran. Et donc une commande qui est également très pratique sur un Linux quand on n'a pas trop l'habitude et qu'on ne se souvient plus des commandes qu'on a tapées précédemment, c'est la commande history. Donc la commande history, elle vous affiche simplement un historique des dernières commandes qui ont été lancées. Là vous voyez, il y a toute une série de commandes qui a été lancée sur le système. On est à la 94e commande sur le système en question. Alors vous allez me dire, ouais, c'est bien gentil, mais bon, ça fait déjà beaucoup de commandes à apprendre, mais tu utilises des options comme ça, d'où tu les sors, comment on sait quelles sont les options pour chacune des commandes, ce genre de choses, et vous aurez raison. C'est pour ça qu'il existe des commandes dead sur Linux. La commande man, pour manual, permet d'afficher la syntaxe et un document dead sur chacune des commandes que vous avez à votre disposition. Donc si j'utilise la commande man history, avec la bonne orthographe, je vais avoir un manuel sur différentes commandes qui existent sur le système. En l'occurrence, là, c'est history étant une commande interne de bash. Je vais avoir le manuel de bash qui va s'ouvrir avec toutes les commandes internes, leur description et leur fonctionnement. Je peux sortir un man de la commande tail, par exemple, qui va me sortir la documentation de tail. Et là, vous voyez qu'on a les différentes options à ma disposition, que ce soit des résultats précis, des changements, plus de verbosité, il y a plein d'options que personnellement j'ai jamais utilisées avec Tail, mais voilà, c'est avec la commande man qu'on va pouvoir savoir quelle est la documentation de nos commandes. En plus du man, vous allez avoir la possibilité pour chacune des commandes d'avoir souvent, pas toujours mais souvent, une version abrégée de l'aide et du manuel complet. L'équivalent d'un manuel de démarrage comparé au manuel d'utilisateur complet ou au mode d'emploi complet d'un appareil ou autre chose. Dans notre cas, sur un terminal Linux, cette version abrégée, ça va être l'option "-h" ou "-help" selon les commandes. Si je fais un ls-h, on voit que j'ai un résultat similaire à d'habitude. Pour ls, il va donc falloir que j'essaye avec "-help". Ah, et là j'obtiens quelque chose d'un peu plus complet. Et on voit que j'ai une version minimaliste de la page de manuel complète que j'avais tout à l'heure, qui me permet donc d'avoir la liste des options avec une petite description de manière un peu plus concise. Une autre chose qu'on va utiliser très fréquemment sur Linux et qu'il faut absolument apprendre à maîtriser, c'est la tabulation. La tabulation permet de compléter des commandes, des arguments et des options automatiquement et permet de ne pas tout taper manuellement. Par exemple, la commande ls exemple dossier, je peux taper à la main ls exemple dossier ou faire ls espace ex tabulation. Et là, la tabulation est complétée jusqu'à la prochaine occurrence où il y aura un choix à faire. Ce qui veut dire que je vais devoir taper la suite de exemple-. Pour savoir ce qu'il y a comme suite disponible, je vais pouvoir faire une deuxième fois tabulation qui va m'afficher les différentes options qu'il y a à ma disposition. Donc là, j'ai fait exemple-tab et ça m'a affiché exemple dossier, exemple fichier court, exemple fichier long. Si je veux taper dossier, je vais taper D. Et comme là, il n'y a plus de quoi se mélanger, puisque les deux autres fichiers commencent par un F après le exemple, si je refais tabulation, ça va compléter
la fin du mot dossier tout seul. Donc la tabulation, c'est vraiment un instrument qu'il faut utiliser très très tôt, le plus tôt possible pour être à l'aise sur un Linux. Il y a très peu de Linuxiens chevronnés qui tapent toutes leurs commandes en toutes lettres systématiquement. La tabulation, c'est obligatoire à utiliser. Ça permet également de compléter des commandes. Si par exemple je fais un ls -- tabulation, 2 fois, j'ai les différentes options de ls qui apparaissent dans mon terminal. Ce qui veut dire que là, si je cherchais le nom d'une commande ou d'une option, j'ai même pas besoin d'ouvrir le man, je peux simplement faire tabulation, tabulation et obtenir les différentes options de ls. Si dans mon cas je voulais un ls -- récursive, je peux taper donc rec tabulation et j'ai l'option -- récursive qui est apparue automatiquement et qui s'est complétée automatiquement. En plus de la tabulation, il existe quelques petits raccourcis clavier assez importants à connaître et utiliser pour être vraiment à l'aise sur un système. Le premier dont je vais vous parler, c'est CTRL A et CTRL E. Alors CTRL A, donc j'écris du texte simplement pour prendre de la place. CTRL A permet de retourner au début de la commande. Donc là vous voyez, mon curseur il est passé de la fin au début, et CTRL E permet de faire l'inverse. Donc avec CTRL A et CTRL E, je vais déplacer mon curseur au début et à la fin de ma commande. Ce qui me permet d'aller corriger une faute de frappe par exemple, sans avoir à tout effacer pour tout revenir ou à bouger avec mon curseur simplement. Ensuite, comme autre raccourci clavier qu'on va utiliser fréquemment, il y a le CTRL C. Alors le CTRL C, attention, c'est une commande qui permet d'interrompre une commande en cours, que vous soyez en train de la taper ou qu'elle soit déjà lancée. Le problème de certaines commandes, c'est que si elles attendent un argument et que vous ne leur avez pas donné, elles vont tourner et attendre que vous leur indiquiez que vous avez terminé. Si par exemple je lance la commande cat, à qui je ne donne aucun argument, lorsque je vais faire entrer, mon curseur il est capturé. Et j'ai beau faire entrer, il se passe rien. J'ai beau appuyer sur les flèches, il se passe rien. Je vais pas pouvoir récupérer la main facilement. Pour ça, on va utiliser le raccourci CTRL C. CTRL C, il envoie un signal à la commande pour lui dire « Arrête-toi maintenant, arrête tout ce que tu es en train de faire ». Et de la même façon, si je suis en train de taper une commande et que je me suis complètement trompé, je vais recommencer, c'était pas la bonne commande ou quoi, je peux taper CTRL C, ça interrompt la frappe de ma commande et ça me renvoie à une invite de commande toute neuve. Une autre invite de commande qui peut être utile, ça va être la CTRL L, qui est l'équivalent de la commande clear, qui permet de remettre le terminal avec la ligne tout en haut lorsque vous venez de terminer une série de commandes et que vous voulez avoir l'esprit clair pour recommencer autre chose, ou que vous faites une vidéo tuto sur YouTube, vous pouvez faire CTRL L pour effacer l'écran. Ça n'efface pas l'historique, si je reviens en arrière, on voit bien que j'ai l'historique des commandes que j'avais tapées précédemment, mais ça permet de remettre la terminale en haut sur sa ligne. Parmi les raccourcis clavier aussi utiles qu'évidents, il y a les flèches de navigation. Donc la flèche du haut, la flèche du bas permettent de faire commande précédente, commande suivante. La flèche de gauche et la flèche de droite permettent de bouger le curseur dans le terminal. Donc si je fais flèche de gauche comme ça, je me déplace à gauche, flèche de droite, je me déplace à droite, flèche du haut, je reviens sur une commande précédente, flèche du bas, je descends d'une commande. Donc important d'utiliser les flèches régulièrement. Un autre raccourci clavier qu'on va utiliser fréquemment, c'est CTRL R, permet de rechercher dans des commandes précédentes un texte qu'on aurait utilisé. Donc si j'appuie sur CTRL et R, on voit que je passe en recherche, et si je tape les lettres LS, je vais voir que je vais pouvoir rappeler le dernier LS que j'ai fait. Et si je veux chercher d'autres LS, je vais faire un CTRL R pour voir et boucler parmi tous les LS que j'ai fait précédemment. Pour relancer le LS à ce moment-là, j'ai qu'à rappuyer sur Entrée et ça va m'afficher le contenu du répertoire en question et relancer la commande sans que j'ai besoin de la retaper en intégralité. Enfin, il existe d'autres raccourcis qu'on utilise peut-être plus ou moins fréquemment et qui dépendent aussi des logiciels que vous allez utiliser. Par exemple, je sais que certains d'entre eux ne fonctionnent pas sur PuTTY. Pour ça, on va, lorsqu'on va taper une commande, on va pouvoir revenir en arrière avec CTRL et flèche de gauche et flèche de droite et basculer de un mot en un mot. On a également, personnellement je l'utilise pas trop, mais il y a CTRL-K qui permet d'effacer de là où on est à la fin de la ligne. Voilà, on a différents raccourcis qui existent. Moi j'aime bien utiliser aussi Alt, Delete qui permet d'effacer un mot entier.
Il y a plein de raccourcis qui sont utilisables. Ne vous contentez pas de taper toutes vos commandes lettre par lettre. Il faut vraiment éviter ça et pour être à l'aise sur le terminal. Parce que plus on est à l'aise sur le terminal, plus les autres choses qu'on va voir ensuite couleront de source et seront... l'utilisation du terminal ne sera pas un frein à l'apprentissage de ces commandes. Et enfin, on va voir une dernière série de petites choses, les caractères spéciaux. Donc il existe pour la plupart des shells plusieurs séries de caractères spéciaux qui vont avoir leur importance pour certaines commandes ultérieures, et on va en parler très rapidement maintenant, je vous remettrai une liste dans la description de toute façon. Donc le premier caractère spécial qu'on va voir, le point. Un point, c'est le répertoire dans lequel je suis. Donc si je fais un ls point, vous allez voir que j'ai exactement le même résultat que ls. Pourquoi? Parce qu'en fait, ls, si on lui donne pas d'argument, son argument par défaut, c'est le point. Donc ls et ls point sont identiques, et donc ls permet de viser, le point pardon, permet de viser le répertoire dans lequel vous êtes. Les deux points permettent de viser le répertoire parent. Donc si vous avez un répertoire A qui contient un répertoire B qui contient un répertoire C, et que vous êtes dans le répertoire C, si vous voulez remonter dans le répertoire B, vous allez utiliser les deux points. Donc si je prends un exemple ici, je suis dans un répertoire YouTube. Si je fais un CD pour Change Directory, je remonte dans le répertoire du dessus, c'est-à-dire le répertoire Desktop. J'en ai parlé tout à l'heure, quand on est allé dans le répertoire Desktop, le tilde a disparu. Le tilde représente le répertoire Home de l'utilisateur en cours. Donc si je fais un ls tilde, donc attention sur un clavier AZERTY, il faut faire Alt-Gr2 espace. Sur un Mac, il doit falloir faire Alt-N, si ma mémoire est bonne. Et donc si je fais un ls tilde, je vais afficher le contenu de mon répertoire Home. Là, je suis dans le répertoire Desktop, donc si je veux remonter dans mon répertoire Home, je vais refaire un cd ... Et là, c'est pour ça que ici, le caractère spécial qu'on avait, c'était un tilde, c'est parce qu'on est dans le répertoire Home. Sauf qu'au lieu d'écrire Home, parce que ce répertoire ne s'appelle pas Home, il s'appelle Wobak, mais pour simplifier l'affichage, on a dit tilde, c'est plus pratique, tout le monde sait que ça veut dire le répertoire Home. Ensuite, on a un autre caractère spécial, c'est le slash. Le slash permet de séparer les répertoires. Donc ici, je suis dans mon répertoire Home. Si je veux aller dans le dossier que j'ai créé dans l'exemple précédent, il est dans le dossier Desktop, puis dans le dossier YouTube, puis dans le dossier Exemple dossier. Si je veux aller dedans, je peux faire un CD Desktop, puis CD YouTube, puis CD Exemple dossier. Ça me prend 3 commandes et c'est pénible. Si je retourne dans mon répertoire Home, je peux faire la même chose en une seule commande en lui disant CD, Desktop, YouTube, Exemple dossier. Et c'est là que vous voyez que le slash permet donc de séparer les répertoires, chaque niveau de répertoire. Et là, je me retrouve dans le même dossier qui s'appelle Exemple dossier, mais en une seule commande au lieu de 3, ce qui est quand même bien pratique. Le dollar et les variables. Alors, on va arriver sur une chose un petit peu plus complexe. Dans le terminal, une des choses qui est très pratique qu'on peut faire, c'est utiliser des variables. Ça veut dire qu'on peut stocker des valeurs dans des mots-clés et les réutiliser plus tard dans une autre commande. Donc on peut stocker le résultat d'une commande, on peut stocker du texte qu'on va réutiliser plus tard, ce genre de choses. Et donc les variables, c'est quelque chose qu'on utilise fréquemment sur un système Linux en entreprise. Pour assigner une variable, on va simplement taper le nom de la variable. Donc les noms sont relativement simples en termes de caractères autorisés, il doit y avoir quelques interdictions, mais globalement vous pouvez taper un mot. Égal pour dire j'assigne la valeur suivante à la variable, et du texte. Donc par exemple, ceci est la valeur de la variable. Donc là vous voyez que j'ai mis des guillemets, parce que les espaces sont un séparateur important pour Bash. Donc si je veux que tout mon texte soit inclus dans ma variable, il faut que je l'encadre avec des guillemets. Et ensuite, pour réutiliser cette variable, on va donc l'appeler avec un $. Donc si je fais un echo $variable, je vais afficher le contenu de la valeur de la variable. Ce qui me permettra, si j'ai besoin d'écrire ce texte plusieurs fois dans plusieurs fichiers par exemple, de le faire de manière beaucoup plus simple et rapide que de devoir le retaper à chaque fois. Et bien évidemment,
la tabulation fonctionne. Ce qui veut dire que si je fais un echo $va et que je tabule, je remplis automatiquement le mot-clé variable puisque bash sait que c'est une variable que j'ai créée. Alors, $accolade, je vais juste spécifier ce que ça veut dire. Ça permet de délimiter le nom d'une variable. Si, par exemple, pour des raisons de simplicité, j'écris i égale 200, donc j'assigne à la variable i la valeur 200, et que je voudrais afficher 200t, parce que c'est des tonnes que je veux afficher dans un résultat de calcul. Le problème, c'est que si je fais un echo, qui permet d'afficher un texte, $i et t, parce que je veux afficher 200t, eh ben, le bash, il va croire que j'essaye d'appeler une variable qui s'appelle it, ou it, et du coup, il n'y a rien dans cette variable, donc c'est pas pratique, puisque moi, je voulais afficher 200t. Et ben pour ça, je vais pouvoir simplement utiliser les accolades avant et après, qui vont me permettre de délimiter l'appel de la variable à la lettre i. Et donc à ce moment-là, bash va aller chercher dans la liste des variables une variable qui s'appelle i, il va trouver le 200 et afficher 200 et t tout simplement. Le point d'exclamation va me permettre de relancer une commande précédemment lancée. Si par exemple je veux relancer le dernier cat que j'avais lancé ou le dernier man que j'avais lancé sans retaper l'intégralité de la commande, soit j'utilise le raccourci CTRL-R qu'on a vu précédemment, soit si je sais que la commande c'était une commande man, je vais pouvoir faire point d'exclamation man et ça va lancer la dernière commande man qui avait été lancée sur le système. Donc là c'était un man tail qu'on avait lancé précédemment qui est relancé automatiquement. Et on voit, c'est écrit d'ailleurs qu'il y a écrit mantail ici, donc il m'a rappelé que la commande qui avait été lancée précédemment, c'était celle-là. Et enfin, on arrive au bout, le $ et les parenthèses permettent de lancer un sous-shell, lancer une commande et récupérer le résultat de cette commande. À quoi est-ce que ça va nous servir? Ça va nous servir par exemple à stocker le contenu d'un fichier, stocker le contenu d'un résultat de commande dans une variable qu'on pourra réutiliser ensuite. On verra ça la prochaine fois avec les pipes, les redirections, les choses comme ça. Mais donc sachez que voilà, on peut stocker dans une variable. Donc si je vais dans mon répertoire ici, si je fais un ls, j'ai bien 3 fichiers, et ben je vais pouvoir faire un variable égale $parenthèse ls, fermer la parenthèse. Là, j'ai aucun résultat parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une assignation de variable. La variable variable possède maintenant comme contenu le résultat de la commande ls. Et donc ça me permet d'éviter d'avoir à taper les fichiers à la main, d'avoir un résultat qui est dynamique. Et si je fais un echo de $variable, on voit maintenant que j'ai bien le même résultat qu'avec ma commande ls. Alors la colorisation vient de MobaXterm, hein, mais le contenu pur est exactement le même. Alors j'ai bien conscience qu'on a vu beaucoup de choses aujourd'hui. Dites-vous que c'est un peu comme le code de la route. Tout ce qu'on voit là, tout n'est pas utile tous les jours dans l'utilisation d'un shell ou d'un terminal. Maintenant, quand vous passez le code de la route, bah c'est bien de tout savoir et d'être capable de se rappeler « Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette règle ou il y a ce truc » et d'être capable d'aller le chercher. Quand vous allez sur la route, vous n'y allez pas sans connaître les règles. Vous les connaissez peut-être pas toutes par cœur, vous en connaissez un bon paquet parce que sinon ce serait vraiment compliqué. Et ben là c'est pareil, quand on va utiliser notre shell, on a besoin de savoir un paquet de choses pour pouvoir l'utiliser correctement. Il n'y a pas besoin de tout savoir, mais savoir ces choses-là vous permettra d'être plus à l'aise avec l'utilisation du shell. Cette vidéo est terminée, on a vu des grosses bases, je vous mets la plupart des choses dans la description pour que vous ayez un récap de à peu près tout ce qu'on a vu. La prochaine fois, on se concentrera sur l'utilisation avancée du shell, donc on considérera que ce qu'on a vu dans cette vidéo est acquis et maîtrisé, et on aura la possibilité de voir de nouvelles choses et l'utilisation vraiment poussée du shell. Je vous dis à très bientôt, ciao!